Merci de nous rejoindre pour le JT sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le mardi 24 septembre 2019 dans l'actualité ce soir. Avec 310 millions de bouteilles vendues chaque année, notre région Auvergne-Rhône-Alpes est l'une des plus dynamiques de France dans le secteur viticole. Elle est en 4e position au niveau national. Les vendanges ont commencé un peu partout il y a quelques jours. Nous irons du côté d'Aïs, un secteur en pleine renaissance, nous le verrons. Et notre série de la semaine nous emmène sous terre à la découverte des mines industrielles de sel de baie tout au bout du Léman. Le premier épisode ce soir nous fait découvrir cette exploitation mal connue. C'est une série signée Jean-Paul Crespi. Mais avant cela, journée de mobilisation. Cheminots, éducation nationale, militants du Parti communiste et de la France insoumise. Ils étaient plus de 300, vous le voyez, à défiler aujourd'hui à Chambéry au départ de la Sasson. Tous manifestaient contre la réforme des retraites et pour le maintien des services publics. Une manifestation dans le calme qui a conduit le cortège jusqu'à la préfecture pour exprimer haut et fort aux représentants de l'État leur mécontentement. On écoute les représentants syndicaux présents sur place au micro de Jean-Paul Crespi. La mobilisation d'aujourd'hui, c'est la réforme des retraites, ou plutôt la contre-réforme des retraites, qui est annoncée par le gouvernement, où ils veulent précariser le plus grand nombre des retraités, des travailleurs et travailleuses, et voilà, avec un système à points. Et on sait que le système à points, c'est juste pour en fait, que l'enveloppe gouvernementale pour les retraites, elle soit constante, et que en fait, la marge de manœuvre, elle se fasse sur le départ en retraite. On sait quand est-ce qu'on travaille, on sait combien on cotise, mais on ne saura jamais avec combien on va partir à la retraite en fait. Pour la CGT en Savoie, c'est lutter contre l'insécurité sociale qui se développe de plus en plus. Le travailleur, le matin, il ne sait pas de quoi sa journée va être faite. Il peut être licencié du jour au lendemain. Accéder aux services publics, c'est de plus en plus cher. On ne parle même pas de la retraite où s'annonce un plan de destruction massif. Aucun secteur de la fonction publique n'est épargné par cette problématique du manque de moyens. On le voit avec les grèves dans les services d'urgence, avec les mouvements dans les trésoreries, dans les finances publiques. Et bien entendu, nous, dans l'éducation, ne sommes pas épargnés non plus. Donc ce sont les deux mots d'ordre. En ce début d'automne, les vendanges ont commencé en Pays de Savoie. La période est décisive pour tous les domaines viticoles de France. Ils voient en effet leur main-d'œuvre tripler le temps de quelques semaines. Les vins de Savoie ne font pas exception à la règle. Sur le coteau d'Aïs, la récolte du raisin a commencé il y a quelques jours. Emmanuel Jaude a été y faire un tour. Entre les pieds de vigne, de petites masses actives. Depuis quelques jours déjà, la vingtaine de personnes vendangent le domaine Montessuie sur le coteau d'Aïs. Un moment clé de la saison pour les vignerons qu'il faut choisir avec discernement. Jusqu'à début de semaine, le jour exact, on ne le savait pas. C'est lié à l'acidité, au taux de sucre dans le raisin et puis lié aussi à la météo. Vraiment la météo, ce qu'on est vraiment évité, on évite vraiment de vendanger sous la pluie. Alors on essaye de jongler entre la météo. Mais c'est vrai que le jour exact, c'est jamais facile. Et c'est vrai que quand on part sur une quinzaine de jours, il y a toujours des petits couacs à des journées. Mais pour décider le top départ, après on fait des jus, on prend à la lunette, on regarde le raisin. Et après, avec l'expérience, on arrive à le savoir aussi. Dès la prise de décision de vendanger, tout va très vite. L'équipe, sur le qui-vive depuis plusieurs jours, prend possession des champs pour les décharger de leurs fruits. Un travail épuisant, mais toutefois facile à apprendre. On prend, on coupe, on met dans le seau et puis on leur dit bien les consignes de sécurité, pas se mettre dans les lignes quand on sort à la vendange à la machine, faire attention aux doigts forcément, aux doigts du collègue et puis voilà. Et puis après s'ils ont des questions techniques un peu plus sur la maturité du raisin, ce qu'il faut prendre, pas prendre, si c'est pourri, pas pourri, etc. On les met au parfum et puis après on avise sur le tas s'il y a des questions, des ajustements à faire. Sur les 15 parcelles cultivées par la famille Montessuie, on estime que près de 50 000 bouteilles de vin seront produites. Un rendement synonyme de bonne année et donc de bons crus. On sait qu'on sera sur un joli cru encore cette année puisqu'on a eu un superbe ensoleillement. Là on est sur les premiers jus de pressoir où on arrive quasiment à 11 degrés alcooliques pour des pétillants, ce qui est très bien avant la prise de mousse. Donc c'est parfait. Tout est défini. Voilà, on a 15 jours de vendange, voire 3 semaines suivant la météo. Le gros de la vinification jusqu'à début janvier, avec bien sûr tous les salons qui vont arriver pour Noël. Un travail constant, voué à la qualité, qui a d'ailleurs permis aujourd'hui aux vins d'Aïs de se retrouver sur quelques-unes des plus belles tables de la région.
Les vins d'Aïs qui ont donc connu une petite révolution ces dernières années, si la filière était en passe de cesser son activité au début des années 2000, la production de la vallée de l'Arve bénéficie aujourd'hui d'une belle réputation. Le cru 2019 devrait continuer de s'inscrire sur cette belle lancée. Un soulagement pour les exploitants après les déboires subis en 2017, année où le vignoble a gelé à plus de 70%. On écoute le vigneron Nicolas Montessuie. La OC Aïs existe depuis 1972. Les gros efforts ont commencé dès les années 90. 2000, il y a eu vraiment un virage. Et je pense que fin 2000, début 2010, l'Aïs a vraiment commencé à prendre son essor. Et aujourd'hui, je pense qu'au niveau de la mentalité, surtout dans la vallée, on est en train enfin d'arriver à faire prendre conscience que on n'est plus le vin avec lequel il faut en rire. On fait partie d'un AOC. Aujourd'hui, sur les blancs, on arrive à faire des choses exceptionnelles, mais je pense qu'on peut aller encore beaucoup plus loin qualitativement. Ça met du baume au cœur parce que franchement, après 2017, c'était quand même une année très compliquée avec 80% de pertes. C'est vrai qu'on se retrouve avec 2 millésimes consécutifs qui sont jolis, qui sont bons. Donc on espère que ça va durer encore un petit peu, surtout pour une société qui est jeune comme nous, avoir des millésimes comme 2017, ça n'a pas été facile. On va le traîner encore 6 ou 8 mois à peu près, mais ça aura duré du coup 2 ans puisqu'on a étalé toute la vendange 2016 qu'on a vendue sur 2 ans et demi quasiment. Décidément, Marc Veyrat ne décolère pas. Le chef au chapeau a décidé de poursuivre en justice le guide Michelin. Il dit vouloir connaître les raisons exactes du déclassement de son restaurant La Maison des Bois à Manigot. Pour rappel, le guide rouge lui avait retiré sa 3e étoile au mois de janvier, une 3e étoile attribuée un an plus tôt. Marc Veyrat dit avoir eu jusque-là des réponses approximatives sur les raisons de ce déclassement. Il avait par ailleurs décidé en juillet de ne plus apparaître dans le guide. L'audience en référé devant le tribunal de grande instance de Nanterre est prévue le 27 novembre prochain. Une étape de plus, enfin, franchie dans le Chablais. Nous en parlions hier dans le JT. Le ministère des Transports autorise la signature de la déclaration d'utilité publique concernant la réalisation du tronçon autoroutier Machilly-Thonon. Il s'agit de la dernière étape réglementaire avant les appels d'offres et le lancement du chantier. Le projet doit servir à désenclaver le Chablais. On en parle depuis 20 ans. Le conseil départemental est le porteur de ce projet. On écoute son président au micro de Clémence Rewaldès. Il revient sur le calendrier. Première étape, le Conseil d'État indique au président de la République que c'est d'utilité publique, on signe et l'utilité publique est avérée. Nous devrons à ce moment-là entendre des oppositions, des recours, encore le temps des recours. Mais la procédure va continuer, donc à peu près 1 an pour réaliser le dossier d'appel à la concession, 1 an pour que les concessionnaires, ils seront plusieurs, sont très nombreux, c'est un ouvrage qui va coûter plus de 250 millions d'euros. Donc il y a des sociétés routières et les grands groupes français montrent déjà le bout de leur nez, ils ont envie de répondre, c'est très bien. Et puis après, à partir de fin 2022, on imagine qu'il y a 2 ans et demi de travaux, donc l'ouverture de cette section se situera à peu près dans 5 ans. Voilà. Mais il faut bien le temps de la procédure, le temps du choix du concessionnaire et le temps de la réalisation de ce chantier. Ça nous avait manqué, mais c'est le retour des grandes séries de la semaine. Et oui, Jean-Paul Crespi nous avait permis durant l'été de découvrir les mines de sel de B dans le canton de Vaud. Vous ne le saviez peut-être pas, mais ce site touristique s'accompagne d'une exploitation industrielle de sel. Jean-Paul Crespi donc nous entraîne tout au long de la semaine à sa découverte. Première étape ce soir avec l'exploitation minière. Dans les Alpes, rares sont les mines toujours en exploitation. À Bay, les mines de sel sont un vaste dédale de galeries depuis d'escaliers, de passages très étroits et de salles s'étendant sur plus de 50 km. Aménagée depuis plus de 300 ans, la mine du Bouillet est accessible par un petit train. Dans l'une des 4 salles en exploitation, les derniers mineurs forent et injectent de l'eau sous pression en direction de la veine salifère, jusqu'à la formation d'une solution d'eau salée concentrée, la saumure. Cette solution est ensuite transportée par gravitation pour approvisionner en aval la saline du Bévieux. Là, on est à plus ou moins, pour le chemin avec les trains, on est à plus ou moins 3 km. Et puis, sur nous, on a environ 400 mètres de roches. C'est un autre monde. Il faut aimer, il
Vous aimez être comme ça, enfermé, pour dire. On vit la plupart du temps dans cette salle puisque notre objectif premier est de forer pour trouver du sel. Après, on a toujours d'autres travaux de maintenance de la mine ailleurs qu'ici. Pour s'assurer de la bonne concentration de la saumure, les mineurs doivent régulièrement contrôler la solution extraite de la roche. Car ils exploitent une roche salée très hétérogène, un lessivage des couches de sel gemme qui se trouve à plus de 800 mètres de profondeur en dessous du puits de forage. On fait notre forage avec des tubes de 3 mètres. Tous les 3 mètres, on ressort la carotte pour analyser la roche, pour voir si on est dans la zone salifère ou la zone stérile. Et puis une fois qu'on a atteint la zone stérile, on retire tout le train de tige de forage et on équipe le forage en mettant des tuyaux concentriques pour permettre à l'eau douce d'aller lessiver le sel dans la roche. Et dans le tube du centre, on récupère la saumure et puis comme ça on peut régler la densité par forage pour être optimum pour la production de sel en bas à l'usine. On peut tomber dans des couches assez dures et parfois c'est plus simple. Quand on tombe dans des veines de sel, c'est plus simple, on a moins besoin de pression pour forer. Très difficile. À niveau géologique, ici, la formation des salpes et tout ça, ça nous a fait mélanger la roche avec les couches de sel qu'il y avait. Anciennement, il y avait une mer, il faut se rappeler. Et puis avec la formation des salpes, ça a tout mélangé. Du coup, ici, c'est un petit peu à hasard qu'on va chercher le sel. Univers minéral imprévisible, la mine est constamment sous surveillance pour anticiper un coup de grisou. Aujourd'hui, les plus anciennes cavités sont condamnées. Seul témoin accessible d'un glorieux passé, un réservoir tampon d'une profondeur de 170 mètres creusé au XVIIIe siècle. À baie, les 3 derniers mineurs extraient chaque jour 100 tonnes de sel sous forme de saumure. Et demain, c'est à moi. Et demain, la deuxième étape nous emmènera au cœur même de la mine où se trouve une unité de fabrication de fleurs de sel. C'est à toi. C'est vrai. Les conséquences de la canicule se font sentir. Et oui, une parmi tant d'autres, le glacier de Tignes souffre beaucoup depuis plusieurs années déjà. Sur Twitter, la station a annoncé le report de l'ouverture des remontées sur le glacier de la Grande Motte. Elle était prévue ce 28 septembre. Une décision conjointe prise par la Société des téléphériques de la Grande Motte, la Régie des pistes et la mairie. Ils disent vouloir poursuivre leur effort pour protéger le glacier. La date d'ouverture n'a pas encore été fixée, elle dépendra des prochaines précipitations. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à l'info sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Manu, je te laisse conclure et nous, on se dit à demain pour un nouveau JT. Nous voilà déjà au terme de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre attention et de votre fidélité à l'info sur 8 Mont Blanc. Si vous nous regardez en direct, vous avez rendez-vous ce soir à 21h avec Everest Green, le documentaire de Jean-Michel Jorda, plusieurs fois primé, qui vous emmènera sur les pentes du toit du monde, mais cela avec un œil écologique. Demain, nous parlerons également écologie avec le collectif Plastilac. J'accueillerai Julie Bagnard de la Gazette des Blondes qui viendra nous faire découvrir ses derniers coups de cœur. Et puis, nous recevrons le réseau des Fondus, le premier réseau social professionnel de Haute-Savoie. Quant à moi, je vous souhaite une très très belle soirée et à très vite sur notre antenne.